sommes aujourd'hui à Paris et je vous propose une rencontre avec une conscience de notre temps, Edgar Morin. Edgar Morin, philosophe, sociologue, anthropologue, le spécialiste des idées générales qui marie à la fois les sciences de l'homme et les sciences de la nature. Edgar Morin qui a écrit La Voie pour l'avenir de l'humanité, où il nous livre son analyse critique des graves problèmes de civilisation que nous traversons. Edgar Morin qui a écrit aussi avec son ami Stéphane Hessel Le chemin de l'espérance, où il nous livre des recettes concrètes pour faire face aux grands problèmes de notre humanité. Regardez. Monsieur Morin, un tout grand merci de nous recevoir ici chez vous à Paris. J'ai lu avec un énorme plaisir La Voie pour l'avenir de l'humanité et j'ai fait d'une certaine manière un rêve. Je me suis dit, ce serait intéressant que tous les décideurs de la planète s'arrêtent 24 heures, lisent votre livre et puis reprennent le cours de la direction du monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est d'une certaine manière impensé ou mal pensé. Tout à fait, c'est une des sources d'inquiétude que nous avons, c'est que les esprits sont formés par des spécialisations entre des disciplines qui les rendent très compétents dans des domaines évidemment limités. Mais comme la réalité est complexe, c'est-à-dire que le tissu de la réalité est fait d'économie, sociologie, psychologie, religion, démographie, etc. C'est-à-dire que les problèmes globaux et fondamentaux sont très mal perçus par le mode de connaissance actuel à cause de la dispersion et de la séparation des connaissances. Vous prenez par exemple la science économique, qui est la science humaine, la science sociale, la plus sophistiquée scientifiquement par le calcul. Bon, pourquoi la plupart des économistes n'ont pas prédit la crise de 28 et quand cette crise a éclaté, ses développements? C'est parce que, ils ont enfermé l'économie alors que celle-ci dépend aussi des passions, de la politique, de mille aléas. Et d'autre part, ils sont prisonniers des chiffres, lesquels chiffres sont toujours très utiles pour comprendre les réalités, mais ne comprennent pas la profondeur du vécu, c'est-à-dire la souffrance, l'amour, la joie, la peine. Donc, si vous voulez, nous avons affaire à des connaissances parcellaires, compartimentées, et c'est pour ça qu'une des réformes nécessaires, c'est la réforme de l'enseignement, qui est la réforme de la connaissance. Vous parlez aussi de degré zéro de la pensée politique. Vous le dites régulièrement dans vos ouvrages. Qu'est-ce que vous entendez par cette affirmation? Vous savez, dans le passé, les politiques s'inspiraient des penseurs, philosophes, sociologues ou historiens. La droite classique s'inspirait des écrits de Tocqueville. Les socialistes, communistes s'inspiraient de Karl Marx ou de Proudhon. Les royalistes, il y avait la pensée de Charles Maurras. Enfin, il y avait des penseurs. Et il faut dire que maintenant, ces penseurs sont évidemment dépassés dans la mesure où leur pensée du XIXe siècle ne couvre qu'une partie de nos problèmes actuels qui sont nouveaux. Et il faut dire aussi que les hommes politiques, dans l'accélération et la précipitation et le sens de l'immédiat dans lesquels ils sont, ne lisent pas. Et vous disent « Oh, j'ai pas le temps de lire ». Et moi, je leur dis, à force d'oublier l'essentiel pour l'urgence, vous oubliez l'urgence de l'essentiel. Et c'est d'autant plus facile d'oublier que l'avenir est très incertain. Alors, nous devons faire des paris sur l'avenir. Mais eux, par peur de l'avenir, ils préfèrent penser au jour le jour. Et dans le fond, cette façon de ne voir pas plus loin que le bout de son nez
elle-même est très très préjudiciable parce que nous empêche d'affronter les grands défis. Quels sont vos chemins de l'espoir, puisque vous dites qu'on risque d'aller vers la catastrophe, qu'elle est la plus probable, mais quelles sont justement ces métamorphoses qui nous permettraient d'espérer un meilleur avenir pour notre petite biosphère? Alors si on se place du point de vue de l'humanité, c'est-à-dire de la planète, il faut tenir compte que nous sommes dans une crise qui n'est pas seulement économique, qui est une crise, je dirais, de l'humanité, qui n'arrive pas à accéder à l'humanité, parce que la situation est paradoxale. Pour la première fois, dans tous les continents, nous sommes tous solidaires, parce que nous avons les mêmes problèmes mortels communs, qui ce soit aussi bien une économie sans régulation, une multiplication d'armes de mort, qui sont les armes nucléaires, la dégradation accélérée de notre biosphère, qui est vitale, la croissance des fanatismes de toute force, c'est-à-dire le retour d'une barbarie que l'on croyait pouvoir dépasser par notre civilisation, mais qui en fait revient, c'est-à-dire fanatisme, mépris, haine, et en plus une barbarie spécifique à notre civilisation qui est fondée sur le calcul glacé et sur l'intérêt. Tous ces facteurs-là, disons, nous donnent un problème commun de vie ou de mort, de salut. Alors, je pense que ça, c'est un des facteurs les plus importants qui permet d'entrevoir un autre monde. Mais malheureusement, ce même cours de la civilisation qui nous a unis, cette mondialisation, nous entraîne vers les catastrophes dont je viens de vous parler. Donc, il faut prendre conscience. D'abord, prendre conscience qu'à travers notre diversité, il y a une unité humaine, et c'est le thème de la terre-patrie que j'ai développé dans un précédent livre. D'autre part, je pense qu'il faut changer de voie, mais on ne peut pas changer la voie par décret. Et comment s'opèrent dans l'histoire les changements de voie? C'est toujours des déviants, des dissidents, que ce soit religieux comme Jésus ou Mohamed, que ce soit politique comme Marx ou Proudhon, que ce soit en sciences, où il y avait Descartes, Gassendi, Galilée, Bacon. Au début, c'est rien du tout, et puis ces mouvements se développent parce qu'ils correspondent à des besoins et deviennent des forces formidables. La science, qui n'était que le fait de quelques individus au XVIIe siècle, est devenue une force formidable. Le socialisme est une force formidable, les religions, etc. Donc, il faut savoir commencer. Mais on commence, on n'est même pas au commencement du commencement, mais le monde grouille d'initiatives créatrices qui traduisent des possibilités futures, que ce soit dans l'agriculture biologique, que ce soit dans les villes, une urbanisation qui humanise la ville, que ce soit dans tous les domaines. Et à mon avis, le monde va changer parce que si toutes les réformes commencent en même temps et convergent et se réunissent comme des ruisseaux, font des rivières et des rivières, un fleuve. Parce que l'expérience nous montre que des réformes économiques et sociales ne suffisent pas si la vie quotidienne n'est pas transformée, n'est pas améliorée, si les rapports personnels entre les humains ne sont pas meilleurs. Mais nous savons aussi que toutes les tentatives pour améliorer les rapports entre humains, que ce soit par la prédiction religieuse dans des communes, échouent. Donc ce sont les deux à la fois qui doivent progresser et s'entraider l'un l'autre. Et moi je pense qu'au terme, enfin à un moment donné, viendra ce qu'on peut appeler une métamorphose, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'une chenille qui, dans une chrysalide, s'auto-transforme, c'est-à-dire s'auto-détruit et s'auto-reconstruit, et des ailes lui poussent qui lui permettent de voler. Or, dans l'histoire humaine, nous avons connu une métamorphose où des petites sociétés archaïques de chasseurs-ramasseurs qui étaient répandus sur la planète ont pu, en 5 points des globes, se regrouper sous des facteurs multiples et brusquement apparu une nouvelle société avec ville, avec agriculture, avec État, avec armée, avec philosophie, avec religion, avec science, avec art, avec esclavage, avec guerre. Donc,
nous avons eu déjà connu une métamorphose. Aujourd'hui, l'histoire est épuisée parce qu'elle a trop de possibilités d'anéantissement et de destruction. Donc il faut une nouvelle évolution. Et vous êtes confiant dans cet avenir? Non. La désintégration n'est pas le plus probable. Il y a quand même une voie de métamorphose. C'est-à-dire le probable est la catastrophe, mais l'improbable est souvent arrivé dans l'histoire humaine. Songez que la démocratie est le fruit de quelque chose d'absolument improbable, c'est-à-dire une petite cité grecque qui 2 fois a failli être anéantie par l'Empire perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Absolument. Elle a survécu. Et 40 ans plus tard, en elle naissait la démocratie et la philosophie. Ça n'a pas duré longtemps, puisque Athènes elle-même a été dominée par Philippe de Macédoine. Mais la démocratie a ressuscité quelque temps à Rome, plus tard, quelque temps au Moyen-Âge en Italie. Et puis vous voyez maintenant, c'est un problème devenu mondial et une nécessité mondiale. Donc les choses commencent modestement, mais, et je dirais de façon improbable, parce que personne n'aurait prévu que Athènes résisterait à l'Empire perse, eh bien je crois que c'est là où j'ai ma foi dans l'improbable, mais l'espérance n'est pas une certitude, c'est l'espérance. Les révolutions arabes du printemps, c'est une forme d'espérance dans l'improbable? Et d'autant plus que, justement, l'improbable est inséparable de l'inattendu. Et une de mes maximes, c'est « attends-toi à l'inattendu ». Personne n'attendait, dans ces régimes qui semblaient figés presque pour l'éternité, personne ne s'attendait. Et nous voyons quelque chose, disons, de nouveau, qui est venu de l'union de 2 grandes forces libertaires. Une qui est traditionnelle, c'est la jeunesse, l'adolescence, qui a toujours des aspirations et des révoltes. Et l'autre, c'est Internet, c'est le téléphone mobile, ce sont ces instruments. Et la jonction de ces deux, c'est-à-dire l'utilisation par quelques jeunes gens de ces moyens techniques, a permis la conjonction de leurs mouvements. Et ce mouvement de jeunes a réveillé les anciens qui étaient résignés, les adultes et les vieux qui acceptaient, ils se sont réveillés, et les différentes classes sociales. Si vous avez vu le film qui s'appelle 18 jours, ce film égyptien, 18 jours, c'est les 18 jours de la place Tahir. C'est un film très beau parce qu'on voit au début, la plupart des gens sont sceptiques, ne croient pas du tout à ce mouvement. Ils ont peur. Et on voit au cours de ces 18 jours, les uns et les autres entraînés et finalement crier à la fin dignité et liberté. Donc c'est quelque chose de très positif, même si je sais qu'une fois le despote abattu, d'énormes problèmes se posent, mais ça s'est posé, vous savez, chaque fois quand il y a eu 1789, quand il y a eu la Révolution française, il y a eu des régressions, il y a eu des détournements, mais le message est resté un message fondateur et il a régénéré sans cesse l'histoire de France. Et moi, je pense que ce qui est arrivé là-bas est quelque chose d'historiquement décisif. Je ne dis pas que ça va triompher, ça va s'épanouir, mais il a tous les gerbes d'un futur, et surtout, d'ores et déjà, il a changé la vision qui s'était répandue en Occident, en Europe, que les Arabes étaient soit des fanatiques enragés du Coran, soit des esclaves soumis aux despotes, et que pour eux, il fallait soit une tyrannie apparemment laïque, soit au contraire une tyrannie religieuse. Or on voit que c'est ni l'un ni l'autre qui veulent. On a vu que c'était les mêmes choses que nous, à travers les différences de culture, comme les Chinois quand ils étaient à la place Tiananmen. Il y a une unité humaine à travers nos différences et que ce sont des aspirations fondamentales à la dignité et à la liberté.
Edgar Morin, vous êtes un homme de gauche. Vous avez écrit d'ailleurs un très beau livre, Ma gauche, où vous montrez que votre gauche est irriguée par des appartenances multiples, socialistes, communistes, libertaires, écologiques. La structuration de la politique aujourd'hui, où il y a des appartenances très dures, très fortes, très univoques, quel est le regard que vous jugez sur la structuration actuelle de la politique par rapport à justement cette logique des appartenances différentes qui se fécondent l'une l'autre? Bien, je crois, si vous voulez, premièrement, qu'il faut retourner aux sources qui au départ étaient unies. Parce que la source libertaire, pour qui se concentre sur l'épanouissement de l'individu. La source socialiste, ça veut dire l'amélioration de la société. Et la source communiste, qui veut dire vivre en communauté, en fraternité. Ces trois sources étaient unies au départ. Karl Marx lui disait, il faut provisoirement une dictature du prolétariat, mais après il faut la suppression de l'État. D'ailleurs, c'est ce que Lénine disait aussi avant 17. Autrement dit, c'était lié. Mais après, ça s'est séparé. Il y a eu des antagonismes à mort entre social-démocratie et communistes. Les libertaires ont été écrabouillés par les communistes. Et moi, je pense qu'il faut revenir et unir ces trois sources, c'est-à-dire qu'une nouvelle société se fonde sur un épanouissement individuel, sur une amélioration de la société et sur une solidarité, une fraternité. À quoi? La nouvelle source, c'est la source écologique qu'il faut absolument intégrer, c'est-à-dire retrouver une relation avec la nature qui soit une relation d'épanouissement et d'harmonie. Donc, si vous voulez, la gauche doit se régénérer je dirais presque mon idéal, ce serait les décompositions des partis actuels pour créer une nouvelle entité. Et la deuxième remarque que je fais, c'est qu'elle n'a pas trouvé les pensées qui répondent aux défis actuels. Et c'est pour ça que j'ai fait, avec Stéphane Hessel, ce petit livre, pour montrer qu'une autre politique est possible, qu'il faut tenter de reconstituer une solidarité, qu'il faut créer, développer tout ce qui est humain dans l'économie, qu'il faut réhumaniser les villes, revitaliser les campagnes et solidariser. Alors, si vous voulez, ce qui me frappe avec Stéphane Hessel, c'est que ces idées, du reste, qui ne sont pas nos propriétés, elles ont été élaborées dans des petits groupes et dans des petits cercles, que ces idées ne sont pas parvenues à la conscience des politiques qui devraient répondre à nos besoins. Et dans le petit livre dont vous parlez, que vous avez écrit avec Stéphane Hessel, Le chemin de l'espérance, c'est tout un catalogue aussi de propositions très concrètes. Oui. Et il y en a qui m'ont frappé, par exemple l'idée de créer des maisons de la fraternité, oui, un service civique de la fraternité. Vous pouvez un petit peu, je dirais, commenter ces propositions que j'ai trouvées très originales, même si elles ne sont pas automatiquement neuves, mais... Non. D'autant plus que l'idée de maison de la fraternité, je l'avais proposée déjà en 80 à Michel Rocard. Mais ça veut dire ceci, c'est que dans chaque ville, et puis peut-être dans les grandes mégapoles, dans chaque quartier, on crée une maison de la solidarité qui, d'une part, regroupe dans un même lieu des associations humanitaires déjà existantes. Vous avez le Secours catholique, le Secours populaire, vous avez SOS Amitié, etc. Mais en plus, qui crée une sorte de groupe permanent qui soit prêt à répondre à toutes les détresses, parce que, bien sûr, il y a des maux physiques qui relèvent de l'hôpital, du SAMU, mais vous avez tellement de solitude, pas seulement des solitudes de vieux isolés, mais des solitudes de femmes abandonnées, d'hommes aussi. Vous avez tellement de chagrin, de malheur. Alors, ça serait à la disposition des gens qui appelleraient. Actuellement, vous avez SOS Amitié par téléphone, vous avez des paroles de consolation qui vous empêchent de vous suicider. Là, ça serait des interventions concrètes. J'étais très frappé quand j'étais en Californie en 69 par là. Il y avait des crisis centers, c'est-à-dire un peu l'ébauche de ces maisons, des gens bénévoles qui étaient là pour des jeunes paumés. Vous savez, par exemple, des jeunes drogués d'overdose qui n'osaient pas aller à l'hôpital pour des raisons de crainte policière. On était à la disposition. Et là aussi, nous avons aussi des jeunes drogués d'overdose. Nous avons. Alors ça, c'est les maisons de la solidarité et qui grouperaient
des volontaires, et notamment, pas seulement des gens de bonne volonté, mais aussi des médecins, des psychologues, etc. Et le service civique, c'est aussi une idée qui court, mais que beaucoup de gens politiques n'osent pas présenter au moment des élections parce qu'ils ont peur que ça rebute les jeunes. Il s'agit qu'on avait un service militaire, il faut créer un service civique et où les jeunes, justement, seraient là pour toutes les misères, détresses, besoins, en France et aussi éventuellement à l'étranger, notamment dans les pays voisins de la Méditerranée. Et là, je pense que c'est un excellent apprentissage concret de la solidarité. Parce que si la solidarité a disparu dans nos sociétés, ça ne veut pas dire que nous autres, nous ne soyons pas capables. Elle dort. J'ai dit que nous avons chacun en nous comme deux logiciels. Un logiciel égocentriste qui dit « moi d'abord », et qui est vital parce que ça nous amène à nous nourrir, à nous défendre, mais aussi un logiciel du « nous ». Et que dès le nouveau-né, il a besoin du sourire de la mère, d'être caressé, du regard. Et nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'affection, c'est vital. Et ce besoin du « nous » est sous-développé, alors que l'égocentrisme est surdéveloppé. Mais nous voyons même ces gens qui sont égoïstes. Quand ils ont vu au cinéma le tsunami, ils envoient des dons. Quand on a vu Haïti, des gens envoient des dons. Malheureusement, ces dons sont détournés et n'arrivent pas à destination, mais c'est un autre problème. Dès qu'on voit des femmes qui souffrent, des enfants abandonnés qui pleurent, il y a quelque chose qui se réveille, même chez nous, très loin. Et réveiller cette capacité de solidarité, c'est vital. Et vous savez, au fond de chacun sait que son besoin le plus profond, c'est l'amour, l'affection et l'amitié. C'est votre définition du bonheur? C'est votre sagesse, Edgar Morin? C'est pas seulement le bonheur, c'est la qualité de la vie. C'est la poésie de la vie. C'est sûr, ça peut donner le bonheur, ça peut donner le malheur si vous perdez l'être aimé, mais c'est la chose fondamentale, c'est la chose importante pour la vie. On prend l'argent quand on n'a pas l'amour. Parce que quand vous vous séparez de quelqu'un, vous lui demandez de l'argent parce que vous avez perdu son amour. L'argent, c'est le substitut de l'amour. Quand vous êtes très malheureux, c'est des femmes très malheureuses, elles vont dans les magasins, elles achètent quelque chose, une robe, une emplette, etc., pour se trouver une consolation. C'est vrai que l'argent peut aider à consoler, mais la chose fondamentale, c'est la question de l'amour. Alors ça a l'air un peu bébête, ça a l'air de reprendre des messages évangéliques, mais c'est une vérité humaine absolument profonde et universelle. Edgar Morin, une dernière question qui m'a beaucoup touché dans le chapitre consacré à la mort, justement. Vous aviez écrit d'ailleurs il y a très longtemps un très beau livre sur la mort, vous parlez de la nécessité de ressusciter des rituels et des cérémonies de la mort aujourd'hui. Oui, parce que dans le monde, quand on était dans la croyance religieuse, et les gens qui sont encore dans la croyance religieuse, il y a des cérémonies. Une cérémonie, bien entendu, à l'église ou au temple, où on évoque le défunt, où on communie, et puis une cérémonie au cimetière, où effectivement se compte une autre cérémonie. Or, dans notre monde laïcisé, on se trouve les bras ballants devant un cercueil qu'on met dans une tombe. Tout au plus, on va jeter une rose là-dessus. Tout au plus, un ami ou un parent du défunt va dire quelques mots. Mais il nous manque nous avons besoin de rituels et de cérémoniels pour communier. Et je vais vous donner un exemple. Mon ami Castoriadis, le philosophe Castoriadis, après sa mort, sa veuve a acquis d'un temple protestant l'autorisation de faire une cérémonie laïque. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette cérémonie? D'abord, on a écouté des musiques qu'il aimait particulièrement. Ensuite, ses amis ont parlé. Et au cimetière Montparnasse, elle a fait venir un berger grec avec sa flûte, avec des pires, qui a joué la mélodie que l'on joue pour les morts. Et si vous voulez, ça ne nous console pas de la mort,
mais ça crée quelque chose, disons, qui nous permet de supporter la mort dans la communauté des vivants. Et moi, je l'ai vu aussi quand j'ai eu ma deuxième femme défunte, Joanne, qui est morte à Montréal, au Canada. Eh bien, non seulement il y a eu une cérémonie d'église qui était très émouvante, parce que sa meilleure amie, qui était une indienne, a chanté un chant funèbre indien qui était superbe, qui était déchirant. Mais après, il y a eu un repas de funérailles, et c'est un repas qui, finalement, est devenu très gai, parce que nous invoquions la vie de cette personne, des anecdotes. Et moi, les beaux repas de funérailles, ce ne sont pas des repas où on pleure, c'est des repas où on communie, où on est heureux, parce qu'on se rappelle les beaux aspects de la vie de la personne. Edgar Morin, merci pour cette belle rencontre. Merci.